avec les cœurs, les détails dans cette édition Antenna, le journal à la présentation John Ngomboa. Bonsoir, le journal reçoit Paul Madidi, porte-parole de la CPI en RDC. Bonsoir Paul Madidi. Bonsoir. Nous allons évidemment vous retrouver dans un petit instant parce que aujourd'hui c'est la journée mondiale de la justice pénale internationale, donc tout à fait dédiée à la CPI. Justice pour tous, c'est le thème de cette année pour commémorer la journée mondiale de la justice pénale internationale qui a commencé, vous le savez, le 17 juillet 1998, date de l'adoption du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Quelle est la mission de la justice pénale internationale 15 ans après l'adoption du statut de Rome? La CPI remplit-elle sa mission? C'est une réflexion de Sylvie Moula dans ses commentaires. Il y a en effet 15 ans, le 17 juillet 1998 à Rome, les États adoptaient le statut de Rome de la Cour pénale internationale, un traité créant la première juridiction permanente à vocation universelle habilitée de juger les auteurs des crimes internationaux, tels que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et des génocides. Ainsi, la justice pénale internationale a pour vocation de compléter et renforcer le système de justice nationaux et combattre l'impunité dans le monde. Cependant, cette Cour qui a commencé ses activités en juillet 2002 et en dépit de ses objectifs louables, la Cour fait face à des critiques de toutes parts dont les plus véhémentées proviennent des États. L'Union africaine, par exemple, demande à ses États membres de quitter la Cour pénale internationale car celle-ci a écorné sa crédibilité parce que son procureur ne poursuivrait que les Africains. En tout état de cause, l'avènement de la Cour n'a pas changé quelque chose. Sa création a plutôt permis le développement au niveau national d'une sensibilité plus accrue aux atrocités commises à travers le monde. Le principe découlant du statut de Rome selon lequel il revient en premier lieu aux États de lutter contre les crimes graves doit devenir le chantier prioritaire de la justice pénale internationale. Omar El-Béchir, le président du Soudan qui fait l'objet de 2 mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale pour génocide et crimes contre l'humanité est le présumé criminel le plus mobile de la Terre. Nul doute, la Cour pénale internationale doit jouer sur sa crédibilité afin d'assurer sa longévité. Voilà, toutes ces interrogations et d'autres sur ce plateau, Paul Madidi, dans quelle mesure une justice internationale déjà peut-elle combler les insuffisances d'une justice interne? D'abord, un peu comme l'a dit votre consort dans son élément, c'est d'abord aux juridictions nationales de jouer leur rôle. C'est au pays, tout d'abord, de poursuivre les auteurs des crimes. La Cour, surtout dans le cas de la Cour pénale internationale, elle vient en assistance, elle est complémentaire aux juridictions nationales. Donc il faut, le rôle de la Cour vient en quelque sorte renforcer ce qui existe déjà, ou ce qui aurait dû déjà exister. Et dans les cas où ça n'existe pas, la Cour prend les devants. Elle prend le relais, je dirais. Elle prend le relais parce qu'il ne faut pas oublier que les pays sont souverains. Cette souveraineté des États, elle est primordiale, elle est essentielle. La Cour, encore une fois, ne vient que assister, prendre le relais de là où la justice nationale ne peut pas, parce qu'incapable, les instruments juridiques ne sont pas tous mis en action. Oui, je comprends, mais on va voir. S'il n'y a pas des cas, j'espère qu'il n'y a pas des cas où, même si la justice internationale pouvait statuer, la CPI est arrivée. Mais aujourd'hui, avoir une journée mondiale de la justice, commémorer cette journée, c'est une sorte de consécration, reconnaissance internationale de la CPI, on peut dire. Mais oui, d'abord, après tout, c'est la première fois qu'on a une juridiction pénale qui a une vie permanente, qui est permanente.
Ça ne s'est jamais passé avant. Les autres juridictions étaient limitées dans le temps et dans l'espace. Là, on a une juridiction permanente et qui a une vocation universelle. C'est la première fois. La Cour pénale internationale, avec son statut, apporte également des avancées, comme je disais tout à l'heure, des avancées dans le domaine de la justice. C'est pour la première fois, par exemple, que les victimes peuvent participer aux procédures. Alors, à propos des victimes, justement, j'allais vous relancer. C'est aussi pour la première fois, je veux dire, pour les cas des affaires congolaises, on est arrivé au terme d'un procès, les procès Katanga. Mais les victimes, on n'a pas trop parlé d'indemnisation, qui aimerait aussi être plus ou moins prises en compte, alors que les bourreaux... ils sont. Mais je crois qu'on n'a pas oublié, du tout les victimes. La décision, jusque-là, on a eu la décision par rapport au procès, à l'affaire. L'affaire a été tranchée, M. Katanga a été reconnu coupable de complicité, etc. Les juges vont prendre maintenant une décision quant aux réparations. Ce n'est pas oublié. Les procédures sont mises en branle, donc les juges vont prendre les décisions, un arrêté par rapport aux réparations au profit des victimes. Oui, mais je voudrais quand même terminer parce que vous m'avez posé une question par rapport à la question précédente. Vraiment, il faut que le public retienne que la Cour n'est pas la toute première, disons que j'insiste sur les mots, elle est une juridiction complémentaire. Elle ne vient pas remplacer les juridictions nationales. C'est aux juridictions, c'est aux nationaux, c'est aux pays eux-mêmes de mettre en place, de faire en sorte que leur justice soit forte. Autrement dit, la CPI dit ceci: si vous n'avez pas une justice forte, vous allez avoir affaire à nous. Mais en fait, si vous voulez, l'existence de la Cour, c'est quelque part, et surtout quand on regarde ce qui se passe en Afrique, c'est justement parce que les juridictions nationales n'ont pas cette capacité de poursuivre les auteurs des crimes graves. Nous allons revenir. Donc il y a quelque part, plutôt que de toujours dire tiens, la Cour est incompétente, la Cour ceci, il faut poser la question dans l'autre sens. Oui, pour savoir si les juridictions nationales le sont. Nous allons revenir à il faut donner des moyens pour savoir si il n'y a pas de question de souveraineté, parce que les chefs d'État africains, vous avez suivi dans ces commentaires, ils sont pas du tout chauds avec la CPI. Alors nous allons parler. Mais là aussi, s'il vous plaît, nous reviendrons tout à l'heure, dans un petit moment. Dans un petit moment. L'ONG Journalistes en danger, j'aide à réunir les organisations professionnelles des médias. C'est jeudi, 17 juillet, à l'hôtel Africana Palace à Kinshasa, pour réfléchir autour des questions de dépénalisation. Je suis enfin des délits de presse et restructuration des textes concernant la profession journalistique. Dieu merci, Nzob Mabiala et Duzen Belebele. Il n'est l'ombre d'aucun doute que la profession du journalisme s'émeurt, raison pour laquelle j'aide, par le biais de son secrétaire général Chivis Chiwadi, à réunir le représentant des organisations professionnelles de médias qui se joignent à la dynamique du 27 mai 2014 dans les soucis non seulement de restructurer la presse, mais aussi de parvenir à la dépénalisation des délits de presse. Mais des préalables s'imposent. Pour pouvoir jouer ce rôle, pour que les médias congolais puissent effectivement être à la hauteur de leurs responsabilités, il y a beaucoup de défis qu'il faut relever. Qu'il s'agisse de la question de la sécurité, la sécurisation des journalistes, qu'il s'agisse de la question qui concerne les réformes des textes qui organisent la profession, qu'il s'agisse de la question de la viabilité économique des médias, ou qu'il s'agisse de la question de la professionnalisation des journalistes. Autant de défis qu'aucune organisation seule ne peut relever. Tous les professionnels de médias présents à cette rencontre sont unanimes sur un seul point. Il faut renforcer le travail d'autorégulation et restructurer tous les textes concernant la profession journalistique. À propos de la profession journalistique en RDC, sachez que demain il se tient à Kinshasa
une assemblée générale de l'Union nationale de la presse congolaise, une assemblée générale élective. Quittons Kinshasa pour nous rendre au Kasaï occidental. Alex Kandé, gouverneur en itinérance, a échangé avec les étudiants de l'université de Moueka. Il a également visité tour à tour les différentes chefferies dans cette province. Les condensés dans ces commentaires de Anne-Marie Ossite. Voulant se rassurer des conditions de vie de sa population, le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé Mupompa, va dans le plus profond de sa province. Il fait honneur à Mouchenge, capitale du royaume Kuba, où il est accueilli en triomphe en l'absence du roi Nimi malade. C'est son fils, le prince Jean-Marie Kulakei. Alex Kandé, le gouverneur, a droit à la situation de la chefferie avant de donner un meeting devant la foule. Il rassure au peuple bouchang que le chef de l'État, Joseph Kabila, a pris en charge le soin du roi et invite tous à l'unité. Il dit avoir pris en compte toutes les revendications données à travers les calicots sur les revendications des reconnaissances de 25 groupements de faits. L'Institut des Beaux-Arts qui sculpte l'art Kuba sur toutes ses formes a été aussi visité à Mouchenge. Après cette étape, c'est la localité de Boulapé qui gagne en termes d'accueil réservé à Alex Kandé. Les gouverneurs ont entré de la cité et marchent à pied jusqu'au pont aménagé. L'échange avec la population en répétant son message d'unité, mais aussi s'entretient avec le chef et en profite pour lui remettre le cadeau. Kakenge n'est pas en reste. Le gouverneur Kandé l'a visité et a apprécié l'œuvre du professeur Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, qui y a construit l'ISTEM et l'Institut supérieur des techniques appliquées de Domiongo, et aussi l'œuvre de Bochab, et le gouverneur les visite. Les patrons du Kasaï occidental qui a reçu les mémos du comité de gestion de ces deux institutions a promis de les évaluer avant d'en apporter une suite. D'abord, je suis très content d'avoir effectué cette mission d'itinérance. C'est parmi les missions principales d'un gouverneur. Il ne faut pas seulement rester cantonné dans le chef-lieu de la province, il faut également aller voir les populations des territoires. Je viens d'effectuer cette mission à Moueka. Je pars d'abord avec un très bon souvenir de l'accueil. L'accueil a été très chaleureux partout. Et puis surtout que toutes les populations que j'ai pu contacter ont compris mon message de paix, mon message de concorde que je leur apportais après tout ce que nous avons entendu sur moi. Il s'y est de noter que le gouverneur du Kasaï occidental a aussi posé la première pierre de la morgue de l'hôpital général de Moueka, mais aussi a visité l'hôpital moderne en construction à Bongo. Les champs de 15 hectares ici cultivés par les services nationaux a été visité. Le gouverneur a aussi échangé avec les étudiants de l'université officielle de Moueka. À l'Équateur, les bras de fer entre les partisans des Kouyagallo et des Impeto n'est pas près de se terminer. Le gouverneur ad interim, Sébastien Impeto, a publié ce jour une note circulaire où il suspend les arrêtés signés par le gouverneur, lui, Alphonse Kouyagallo. Et du coup, les membres du cabinet du gouverneur Kouyagallo n'ont plus accès à leur bureau. Nous avons joint au téléphone l'un des conseillers de Kouyagallo en la personne de Georges Mossolo. Il se confie à Sylvie Fortuné-Mboula. Cela est vrai que le vice-gouverneur des provinces, Sébastien Impeto, il vient de signer une lettre là, une note là circulaire qui annule les arrêtés du gouverneur de province de l'Équateur, lui Alphonse Daniel Kouyagallo. Cela est vrai comme vous avez appris. Ça c'est un coup d'État. Il a monté un coup d'État contre lui Alphonse Daniel Kouyagallo. Et tout le monde maintenant est resté à la maison. La tension ici n'est pas bonne. Maintenant la population de l'Équateur, de la ville de Mbandaka, ils ont décidé d'organiser une marche de protestation contre lui. Sur ce, nous demandons au Premier ministre, au gouvernement central, et nous sollicitons aussi l'implication du chef de l'État de la République, Joseph Kabila Kabange, de s'impliquer dans cette affaire, sinon il y aura des morts ici. J'ai dit, j'insiste, sinon il y aura des morts
je ne sais pas, c'est comme si il est en train d'organiser la rébellion de la province de l'Équateur. Nous sommes restés à la maison et la tension n'est pas bonne ici. Voilà un peu en résumé. Ce que vous avez appris est vrai. Moi, je suis conseiller du gouverneur de la province de l'Équateur et conseiller en charge de l'égalité des chances. Je réponds au nom de Georges. Oui, il répond au nom de Georges Mossolo. Deuxième réunion préparatoire de la conférence économique qui se tiendra la semaine prochaine à Kinshasa. À cette réunion ont été conviés les responsables des associations patronales dans le but de les sensibiliser sur l'importance des PME dans la relance de l'économie de la RDC. C'est un reportage de Dieu merci Nzob Mabiala et Blaise Lunda. Eh bien, je crois que les sujets n'est pas encore prêts. J'en profite pour revenir à mon invité, Paul Madidi, porte-parole de la CPI en RDC, journée mondiale dédiée à la justice pénale internationale. La question qui me tenait aussi à cœur, c'est celle de savoir, en attendant de revenir sur les chefs d'État. Après les renvois de Floribert Ndjabou, Célestin Mbodina et Manda Sharif, témoins dans l'affaire les procureurs de la CPI contre Germain Katanga, est-ce que cela ne va pas décrédibiliser la CPI auprès des témoins éventuels qui voudront peut-être témoigner et ne jamais se sentir en sécurité? Non, du tout. D'abord, il faut souligner ici que les témoins auxquels vous faites allusion étaient d'abord des détenus ici à Kinshasa avant de partir à La Haye. Donc, en fait, après ce qu'ils ont fait comme témoignage, le procès étant terminé, la logique c'est qu'ils rentrent au pays. Oui. La juridiction CPI n'est pas un organe qui accorde ou qui facilite les asiles politiques. Ce n'est pas le mandat de la Cour. La demande que les témoins ont adressée, ce n'était pas aux juges de la Cour, mais plutôt aux autorités néerlandaises qui n'ont pas répondu favorablement à la demande des témoins. La Cour n'a fait que assurer la sécurité de ces personnes, d'abord en allant jusqu'à la Cour pendant leur séjour, et elle s'assure que leur retour ne soit pas perturbé, ne soit garanti, qu'ils ne connaissent pas de violation de droits de l'homme, surtout par rapport aux témoignages qu'ils ont faits dans le cadre d'un procès. Voilà, nous revenons à vous dans un petit instant. Je vous le disais tout à l'heure, la deuxième réunion préparatoire de la conférence économique qui va se tenir la semaine prochaine à Kinshasa a eu lieu aujourd'hui. Il était question à cette occasion de sensibiliser les opérateurs économiques sur l'importance des PME. Je crois que je suis en accord avec la régie maintenant pour vous proposer ce reportage de Dieu merci. Pour cette deuxième réunion préparatoire de la conférence économique censée se tenir du 22 au 23 juillet à Kinshasa, le directeur de cabinet du ministre de l'économie et commerce, Daniel Moulinda, a échangé avec les responsables des associations patronales, parmi elles la FENAPEC, l'ANEP et la COPEMECO. Il a transmis à ses hôtes la vision du chef de l'État de créer d'ici 2030 une classe moyenne. Et ceci ne peut se faire que grâce aux PME et PMI. Cette conférence nous concerne pour avoir des résolutions et mettre nos membres sur le diapason pratiquement du monde entier. Dans le temps, on n'avait même pas une oreille, on ne prêtait aucune oreille à la PME. Nous étions des orphelins, on se battait comme si c'était dans l'eau. Mais maintenant, pour l'instant, nous avons une structure, nous avons un ministre de l'économie qui tient beaucoup sur les PME. Et les PME doivent donner du répondant. En dehors des ministres provinciaux de l'économie, agriculture, industrie et finances, les chefs des divisions sont aussi conviés à cette 4e édition de la conférence économique. Le souci de Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et du commerce, dixit son DIRCAB, est que les recommandations formulées à ces assises soient réalisables et allant dans le sens
et allant dans le sens des spécificités des provinces. Eh bien, à propos du ministère de l'économie, il devrait aussi constater qu'il s'observe depuis le début de la saison sèche, bizarrement, une augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché quinois. Quelles en sont les causes? Notre équipe de reportage s'est rendue au marché central de Kinshasa pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. C'est un reportage de Ange Siwetibo et Pepito Matondo. Les prix des denrées alimentaires est en hausse depuis le début de la saison sèche à Kinshasa. Les aliments les plus prisés par les Quinois, comme le chinchard, le poisson salé ou des ingrédients tels que les tomates, les oignons et les piments, ont connu une augmentation de 30 à 50%. Tenez, un carton de chinchard passe de 75 000 francs à 100 000 francs congolais. Et celui de poisson salé, qui s'est coulé à 68 000 francs congolais, se négocie actuellement à 85 000 francs congolais. La plupart des vendeuses disent que cela est dû à l'épuisement du stock. On observe la hausse de prix du poisson salé pendant la saison sèche car pendant cette période, nos fournisseurs partent en vacances. D'autres par contre évoquent la saison suite aux vacances que prennent le fournisseur. Également pour les chinchards, le prix est très élevé car l'on assiste à une rupture de stock. Conséquence, les ventes connaissent une baisse sensible. Il revient au ministère de l'économie de veiller également à la stabilité des prix sur le marché. Restons dans le marché, celui de Kinshasa, où déjà avant la rentrée scolaire, les objets classiques se vendent aussi petit à petit, même si les vendeurs considèrent qu'ils sont concurrencés par les écoles qui proposent ou qui imposent leurs prix aux écoliers. Reportage de Tabita Kwei-Diaka, Pepito Matondo et José Moussagana. La rentrée scolaire s'annonce petit à petit. Au grand marché de Kinshasa, certaines fournitures scolaires sont déjà mises en vente pour les parents prévoyants. C'est le cas de le dire avec les uniformes et les cartables. En attendant que les ventes s'accroissent, les vendeurs déplorent néanmoins la concurrence dont ils sont l'objet de la part des écoles qui imposent aux élèves des objets classiques à prix fort alors qu'au marché, la vente est faite à prix abordable. Il y a mévente. Les parents ne viennent pas acheter car certaines écoles obligent aux élèves d'acheter les fournitures scolaires à l'école. Par exemple, pour l'uniforme, ici nous vendons à 1000 francs, 2000, alors qu'à l'école c'est à $5, voire $10. Ici, les prix des fournitures scolaires est abordable. Il faut payer les parents, à leur tour, ils viendront acheter à un prix très bas. Qu'à cela ne tienne, un parent averti en vaut deux. Il est grand temps de constituer la trousse scolaire avant la montée de prix. Bien, en attendant la rentrée scolaire, eh bien, certaines écoles sont squattées par des kermesses malgré l'interdiction de l'hôtel de ville. Les organisateurs de ces kermesses déclarent avoir obtenu bizarrement l'autorisation du pouvoir public. Merveille Madé, Lucie Mamba, Domamat et Damien Mango. Thérèse Olenga, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, était en déphasage. Le mal est déjà fait. Les écoles sont bel et bien transformées en kermesses pour les vacances. Le promoteur de ces kermesses disent œuvrer en toute légalité. Ils ont reçu les autorisations nécessaires au niveau de la ville. Contradiction. La décision du gouvernement, c'est normal, mais c'est déjà trop tard pour nous, parce qu'on a déjà dépensé. On a déjà payé des frais, les gens ont construit. Nous, c'est pas du coup, on est réveillé le matin, on est venu ici, construire directement. Donc, on a fait le pas à pas, raison pour laquelle on est là, mais on est surpris d'apprendre que non et tout, voilà, vous devez casser. Or, c'est pas normal. Nous. Beaucoup de chance pour que cette décision de l'hôtel de ville reste lettre morte. D'abord, parce qu'elle est venue bien après que le fameux kermesse ait ouvert leurs portes. Ensuite, et bizarrement, ces kermesses ne semblent déranger pas grand monde. La fermeture de ces kermesses n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas assez d'endroits pour se divertir. Enfin,
elles sont une véritable activité lucrative saisonnière. Les hommes et femmes vendent ici pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Chaque kermesse étant plus ou moins autorisée légalement, il est clair que la plupart vont rester jusqu'à la fin des vacances. En attendant, nous vous proposons de lire la presse parue ce jeudi à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Domomat. Bonsoir. Changement de stratégie à l'ONU. Grand Lac. Mary Robinson s'en va. Un dur à cuire arrive, s'exclame à sa une la prospérité. Mary Robinson, jusque-là, envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs africains, est rappelé à New York pour occuper le fauteuil d'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour le changement climatique. Selon Forum de Saint-Pierre, a en effet dénoncé mercredi l'esclavage sexuel et le travail forcé que des milices infligent aux civils, dont les enfants, dans les régions minières de l'Est de la RDC. Une des raisons, sans doute, qui a poussé le gouvernement congolais à déclarer le combattant hutu-rwandais du FDLR persona non grata sur le sol RD congolais. Dans un autre registre, le phare titre « CENI Opposition, l'heure des vérités ». Le parti de l'opposition regroupé au sein de la plateforme Force politique et sociale pour l'unité d'action ont annoncé le mercredi à Notre-Dame de Fatima des actions qu'ils vont devoir mener incessamment en vue de la restructuration de la CENI, de l'organisation des élections et pour empêcher toute révision constitutionnelle. De son côté, l'avenir déplore le fait que l'Église catholique ne soit plus dans son rôle. L'Église aurait épousé délibérément les thèses d'une frange de l'opposition politique tout en voulant les imposer à l'ensemble de la communauté nationale. Une initiative malvenue et qui est vécue par bon nombre de compatriotes catholiques comme une trahison de leur idéal chrétien. Terminons cette revue avec la manchette qui relaye dans ses colonnes les remerciements du gouverneur du Bandundu, Jean Kamissendu, à l'endroit du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour l'inauguration du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Pour Jean Kamissendu, le président de la République a prouvé sa générosité à l'endroit de la population du Bandundu en acceptant que le point de départ de l'industrie agroalimentaire en RD Congo parte de cette province. Fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous. Une dernière question, vu le temps. Les chefs d'État africains sont contre la CPI. Mais je crois qu'il ne faut pas regarder les chefs d'État. Regardons plutôt les victimes. Il y en a par milliers, si pas par milliers. Pour l'instant, on n'a pas, les pays africains n'ont pas pu donner une réponse aux besoins de justice qui expriment ces victimes. Ils disent qu'au niveau de l'Union africaine maintenant, il est possible qu'on crée une cour qui va statuer sur ce genre de questions. Ce n'est qu'une très bonne chose. D'ailleurs, plutôt que de chanter déjà la création par l'Union africaine d'une cour, renforçons les juridictions nationales. C'est lorsque les juridictions nationales vont reprendre leur rôle, ce sera à ce moment-là le succès ou la réussite de la Cour pénale internationale, qui est une juridiction complémentaire, encore une fois, j'insiste là-dessus. Nous vous reprendrons une autre fois. Ça fait quand même un bon moment qu'on ne vous a pas revu sur nos antennes. Donc, c'était avec plaisir qu'on vous recevait aujourd'hui. Je termine en vous annonçant que dans le cadre de sa préparation de la Ligue des Champions de la CAF, l'ASV Club livre 2 matchs amicaux ce dimanche au stade Tata Raphaël à 13h45. La deuxième équipe de V-Club joue contre Rangers de Kinshasa et à 16h, la première équipe de V-Club rencontre Konzo de Brazzaville. Bien, à toute fin utile, il faudra vous munir les 2000 francs pour accéder. Voilà qui met fin à ce journal. Bonne soirée chez vous.